Azul Flawen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature, d'identité et de la place de la femme dans la société. Et pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain Nora Chaouch. Nora, bienvenue dans Graffiti. Bonjour, bienvenue. Merci, pardon. Je t'en prie. Donc, effectivement, j'ai l'honneur de te recevoir. Toi qui as écrit déjà 3 livres. Donc, au départ, c'était Chemin de terre. Après, Collier d'entre-rives. Et enfin, L'étrangère française, qui sont parus tous aux éditions Henry. Et le dernier, donc, c'est L'étrangère française. Oui. Et ce livre commence, une femme, la narratrice, est dans un espace réduit, oui, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, dans 9 mètres carrés, donc elle est en résidence universitaire. Oui. Donc elle vient d'avoir son bac et elle commence des études en lettres modernes, puisqu'avant elle avait suivi des études de gestion du commerce. On l'avait orientée vers cette filière qui ne lui allait pas très bien. Voilà, et donc elle va se demander ce qu'elle va faire de son existence donc en arrivant à l'université. Ouais. Et puis donc il y a des souvenirs qui reviennent, il y a sa grand-mère qui est là, qui est presque omniprésente dans la vie de cette jeune fille, n'est-ce pas? Oui, c'est une personne qui lui est très précieuse. Qui lui inspire beaucoup pour l'écriture. Voilà, donc cette grand-mère qui est décédée à l'époque, au moment où cette étudiante arrive à l'université, elle va éprouver le désir de communiquer avec elle. Et donc communiquer avec elle en français pour retrouver la langue kabyle, puisque c'est elle qui l'a initiée au monde kabyle. Voilà, donc à la tradition, voilà, à la langue. Est un peu autobiographique, n'est-ce pas? Oui. Puisque toi-même, tu es né de parents kabyles en France. Oui, c'est ça, exactement. Belfort, je crois, oui. Pas? Puis l'étudiante, c'est moi, quelque part. Bien sûr, je pars du réel. Et puis je laisse l'écriture m'amener dans mon imaginaire. Voilà, et tu nous donnes un très beau texte, très poétique. Oui. Hein. Globalement, c'est un voyage poétique où tu dis quand même des choses très fortes. Tu dis par exemple à un moment, tu perds ta langue, tu perds le kabyle, et tu t'en rends même pas compte presque. Oui. Donc cette perte de la langue est liée à l'apprentissage du français. Donc ça s'est passé dans les années 70, peu de temps après l'indépendance, donc en France. Et donc en apprenant le français, cette fille se détache de la langue maternelle, qui est quand même une langue très charnelle, qui la relie ses premières impressions, ses premiers rapports au monde, à la vie. Et elle a certainement perdu le kabyle, parce qu'elle devait en avoir honte d'être étrangère. Voilà, d'où ce titre quelque part, mais pas seulement pour cela. Et, mais bon, le personnage est incapable de se l'expliquer, donc ça devait être par des signes inconscients, collectifs en France, qui l'ont amenée à renier ce qu'elle est au fond, ou qui n'a pas été reconnue de toute façon. Voilà. Oui, donc en France, d'après ton expérience, donc tu as vu des cas de ce genre, hein, peut-être pas seulement des gens qui viennent d'Algérie, peut-être même des Berbères qui viendraient du Maroc ou d'un autre pays d'Afrique du Nord, et qui ont un peu cette difficulté peut-être de parler cette langue, peut-être qu'ils ne trouvent pas des interlocuteurs pour parler cette langue à l'école par exemple. Oui, puisque elle n'avait pas sa place. Personne n'a ouvert cette place-là, elle n'était pas accueillie encore. Bon, maintenant, ça commence à changer, puisqu'on entre dans les programmes des lycées, l'étude d'ouvrages d'auteurs d'ailleurs, beaucoup même, de plus en plus. Donc la question ne se pose plus. Il y a des ateliers d'écriture qui se déroulent dans les classes,
qui permettent de solliciter la langue maternelle. Il y a des poètes qui font ce travail-là, mais c'est vrai que dans les années 70, c'était encore un peu tôt. Voilà, oui, donc il y avait quand même une certaine uniformisation à Oui, l'école, c'est mais ça. je parlais quand même de probables écoliers qui seraient dans le même cas que toi, par exemple. Il y en avait peut-être. Il n'y avait pas d'échange en langue kabyle, par exemple? Peut-être qu'il y avait des kabyles. Tu n'as Non, pas... c'était non dit, hein, c'était entendu. On ne parlait pas la langue maternelle en classe. Voilà, mais je ne saurais l'expliquer concrètement. Il y avait des non-dits voilà, Est-ce qu'il autour de ça. il y avait aussi ce désir de s'intégrer à ce pays qui est la France quand même? Moi, je le perçois pas comme ça, comme un Oui. désir de s'intégrer, mais plutôt comme une honte, comme une forme de soumission qui existait déjà avant. Je pense que dans l'inconscient collectif est passé ce comportement-là. Il y a des traces qui sont très fortes, la peur aussi d'être rejeté, voilà. Mais il n'y avait pas ce désir de s'intégrer. Moi, c'est un mot avec lequel j'ai du mal. D'accord, ce problème, ce mot pose S'intégrer problème à beaucoup de gens. oui, effectivement. s'intégrer. Bien sûr, bien sûr. Plutôt, il y avait un problème d'accueil. Voilà, l'immigration, elle était accueillie pour la force de travail qu'elle pouvait apporter et non pas pour ce qu'elle pouvait apporter sur le plan culturel. D'accord, donc humain. tu penses qu'on a ignoré les richesses culturelles de ces gens qui viennent construire la France aussi? Oui. La France a besoin de cette main-d'œuvre, n'est-ce Oui, pas? c'est ça. C'était pas une préoccupation, la culture de l'autre. Et puis, oui, il y avait un manque d'ouverture de ce côté-là. Et puis, ils ont sous-estimé cette culture, hein. Ils devaient la voir comme celle, une culture paysanne, même avec la couche sociale paysanne française même. Déjà, ils avaient du mal. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont fait avec les langues régionales. Les langues régionales Oui, qui c'était le qui même n'ont pas problème. été reconnues à Oui, leur juste valeur, oui, oui, en oui. France même. Oui, oui. Tu as raison. Donc ils voulaient uniformiser, comme vous dites, donc la langue française sur tout le territoire, et puis et fermer, bien entendu, la porte aux autres langues qui peuvent apporter d'autres dimensions qui n'existent pas dans la langue Tout à française. fait, en tout cas d'autres sensibilités. Oui. Et à la langue, ce sont des richesses. Oui, hein. oui. Et ton livre, donc L'étrangère française, sorti aux éditions Henry en 2012, je crois, et contient des passages très forts. Hein. On sent en filigrane les roches, les montagnes kabyles. Comment Oui. est-ce que tu as fait pour introduire tout ça dans des espaces de poésie en réalité? C'est peut-être le manque de cette région du monde. Il y a un désir très fort de retrouver ces sensations que je n'ai pas eues de manière continue. Peut-être qu'un Kabyle qui a toujours vécu là-bas ne le ressent pas parce Peut-être pas qu'il de la même chose. Voilà, Enfin, parce un qu'il Kabyle n'est pas. exilé va le ressentir Oui. certainement, n'est-ce pas? Il y a une, oui, il y a le manque, il y a le désir, une force de désir qui est là de retrouver, de remettre en. On sent le désir Oui. très profond hein, Ah. de dire ce pays hein, qui te manque, bien Oui, sûr. c'est une partie de moi, c'est comme un membre amputé et on sent l'existence de ce membre amputé dans l'amputation, c'est ça quoi. Et toi, Nora Chaouesh, tu as commencé à sentir ce manque toute jeune ou bien un peu plus tard? Par l'écriture. Ah, c'est quand Oui. tu commences à Oui, écrire oui. que tu ressens C'est-à-dire ce manque. Oui, c'est-à-dire qu'avant j'étais très mal dans ma peau sans savoir pourquoi. D'accord. Alors si j'avais fait une psychanalyse, peut-être que le psychanalyste mettrait le doigt sur cette question. Et puis en écrivant, au fil de l'écriture, oui, il y a ce rapport à la langue qui se pose et qui m'amène à explorer toutes les dimensions liées à la Kabylie. Tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, dans quelques poèmes de ce livre, L'étrangère française, il y a même des mots kabyles. Oui. Donc, tu essayes de te réapproprier cette langue que tu as perdue, Oui. ne serait-ce que par la poésie, n'est-ce pas? Oui, oui. Et elle s'infiltre, hein, malgré moi. C'est comme un flux qui arrive. J'écris en français, mais au niveau du rythme, je sens que ça bat en kabyle. Et au niveau des sonorités, c'est la langue kabyle
qui est là, quoi, et qui s'infiltre dans la langue française. Mais maintenant, je reparle le kabyle petit à petit. Ça me revient en écrivant, voilà. Donc c'est comme si l'inconscient était bloqué, il y a quelque chose qui était bloqué, et l'écriture ouvre et laisse passer des flux de paroles, de cette langue, voilà, qui est très belle, bien sûr. Oui, très belle, mais aussi très importante pour moi parce qu'elle m'amène, ça c'est de manière intuitive, je le ressens très fort, vers nos ancêtres. C'est une langue orale, assez figée, donc qui nous amène, très charnelle, donc qui nous amène de l'expérience, du vécu de nos ancêtres. Je me sens proche de plusieurs générations en même temps, proche des morts. Pour toi, cette langue est aussi une plongée dans l'histoire, oui, des Kabyles, donc oui, des Imazighen. Hein. Oui, oui. Et cette langue est millénaire, hein. C'est oui, une des rares langues anciennes qui est encore là, présente. Oui. Aujourd'hui, on l'écrit quand même. Hein. C'est-à-dire qu'elle m'apporte beaucoup de choses que je ne pourrais pas avoir dans la langue française ou par la langue française. Des premiers rapports au monde de ces hommes qu'on n'a pas dans la langue française, parce que la langue française est une langue qui sort d'un milieu noble, des milieux de châteaux, de bourgeois, et qui a été imposée aux Français, donc dans toutes les régions, qui les a sortis de... Qui n'est pas très ancienne, hein, la langue oui, française que vous enseignez au lycée professionnel. Oui. Donc tu es enseignante de lettres et d'histoire, n'est-ce oui, pas? Oui, en lycée professionnel depuis 14 ans. Déjà, voilà, quand même, hein, donc ça fait déjà un moment oui, que tu enseignes cette belle langue, on peut le dire aussi. Oui, la langue oui, française oui, bien sûr. Langue, oui, bien sûr, c'est pour ça que j'ai... Est-ce qu'elle fait concurrence aujourd'hui que tu essaies de te réapproprier la langue kabyle? Est-ce qu'il y a une petite concurrence entre ces deux langues? Non. Ou bien chacune, elle apporte quelque chose? Oui, voilà. Les deux langues me sont nécessaires, elles font partie de moi. Les deux langues, oui, donc maintenant cohabitent, hein, oui, dans une belle ambiance, on va dire, n'est-ce pas? Oh, bien sûr, oui, bien sûr. Et les Kabyles ont de tout temps été ouverts sur les langues. Oui, hein. oui. C'est vrai que nous n'avons jamais imposé notre langue aux autres, mais nous avons toujours essayé de prendre la langue et des autres. Il y a aussi plein de moments très forts dans ton livre. Hein. Il y a des moments un peu difficiles, vu un peu l'histoire un peu violente. Hein. Oui. En tout cas, l'histoire récente de l'Algérie, n'est-ce pas? Oui, liée à la guerre d'Algérie, cette étudiante porte de manière plus ou moins inconsciente les violences perpétrées pendant la guerre d'Algérie, qu'ont subi ses grands-parents, son père, sa mère et tout son entourage. Donc il y a beaucoup de non-dits, mais ces non-dits disent en fait quelque part une manière encore plus forte donc ces violences-là, et elle éprouve le besoin, c'est peut-être ce qui l'a conduit vers des études de lettres, à trouver les mots pour s'en extraire, pour ne plus avoir cette histoire sur ses épaules et pour construire pour construire, pour se construire, oui, pour ne plus avoir cette influence négative de cette violence. Et pour casser aussi la chaîne de la violence, hein, puisqu'elle passe quand elle n'est pas mise à plat, verbalisée pour mettre les choses à plat, et puis passer à autre chose. Hein. Moi, je pense qu'il y a ce besoin de dire, pour tous, hein, que ce soit pour les Algériens et pour les Français, donc ce qui s'est passé entre ces deux pays, de manière à faire les ponts, les passerelles, qu'il y ait une... Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les passerelles se construisent entre ces deux pays? C'est ce que je dis, il faudrait, moi je l'observe à travers les jeunes que j'ai au quotidien, moi je pense qu'il y a, il y a quand même un sentiment très négatif à l'égard des Français de la part des jeunes qui sont issus de pays colonisés par la France. Principalement peut-être d'Algérie, puisque c'est avec l'Algérie qu'il y a eu une guerre quand même. Oui, mais pas seulement. Et je pense qu'il faut dire, il faut reconnaître pour régler cette période et empêcher des violences à venir, parce que bon, c'est pas exclu.
Oui, donc tu penses qu'il faudrait qu'on fasse une halte, qu'on lise un peu cette page de la guerre pour passer à autre chose. Oui, moi je donc pense. tu penses que cette page, nous ne l'avons pas encore vraiment lue, hein, d'un côté comme de l'autre, hein, Oui, d'une oui, rive oui. comme de Oui, l'autre. oui, oui, oui. Et on ne parle pas, surtout en France, hein, Oui. il suffit de parler autour de soi. Il y a beaucoup de gens qui donnent l'impression de découvrir ce qui s'est passé, ou il y en a qui disent mais non, c'est pas possible. Par exemple, le napalm, il y en a qui disent que ça n'a pas existé. Pourtant, ça a je existé, l'entends, oui, bien je l'ai sûr. entendu. Puis il y a des témoignages, on le retrouve. Bien sûr, bien sûr. On retrouve un témoignage vidéo sur Internet, sur YouTube, Tout à fait. d'un parachutiste. Tout à et fait. puis Il y a même des appelés qui ont témoigné, Oui, des appelés oui, oui, du oui. contingent français. Hein. Oui. Ce ne sont même pas des Algériens qui le disent. Hein. Donc Quand on parle aussi de la misère en Kabylie pendant la période coloniale, heureusement qu'il y a eu les chroniques d'Albert Camus, parce qu'il y en a beaucoup qui, pareil, qui ont du mal à imaginer qu'un enfant se nourrissait de ce qu'il pouvait trouver dans la terre, il déterrait. Oui, voilà, c'est ça, oui. Exactement. Donc il y a tous ces aspects. Et pareil pour les Français, on parle peu de la souffrance des pieds noirs, par exemple, qui ont été obligés de quitter l'Algérie. Tout à fait, leur pays natal. Oui, exactement. La quasi-majorité d'entre eux. Qui ont tout laissé, qui n'étaient pas dans un esprit d'occupation, mais qui se sont installés comme nous, on s'installe en France. Voilà, il y a plein d'aspects comme ceux-là qui ne sont pas assez et donc toi, quand tu abordés, enseignes l'histoire, tu es tout de suite confronté à ce genre de problème, n'est-ce pas? Peut-être avec les élèves aussi. C'est vrai même si tu as un programme quand même. Oui, voilà, c'est ça. Donc le programme, c'est voilà, la guerre d'Algérie comme exemple de décolonisation violente à partir du 1er novembre 1954, de cette situation-là. C'est-à-dire que j'ai du mal au niveau de cet aspect-là, du moins de cette partie-là, parce que je suis algérienne et les élèves le savent. Sûr. Donc je n'ai pas une écoute spontanée, il y a une certaine réserve, oui. C'est comme si tu avais un peu peur qu'on te prenne un peu pour partie prenante, oui, exactement. Dans cette question, dans cet enseignement, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Et donc dans Les Tranchères françaises, je disais tout à l'heure que c'est plein de passages poétiques, et peut-être que tu pourrais nous lire un de ces passages. Oui. Vas-y. Alors, un passage où la grand-mère incite la fille en fait à écrire. Oui. Je me rappelais les paroles que ma grand-mère fredonnait souvent, le fagot de bois sur le dos. Depuis que tu as commencé à marcher, ma fille, le soleil a renvoyé les nuages d'amertume dans le tapis de la mémoire. Tu as chuté plusieurs fois, le front sur le bord de la marche. Tes larmes ont traversé le creux de tes chevilles. Troublé par les traces, tu t'es soulevé, accroché à mes mots, vertical, les yeux vêtus de sibyllines promesses. Corps ancré, ouvert au ciel, aussi certain qu'un arbre témoin du lever et du coucher de tant de générations, un pas assorti un pas, puis d'autres. Et tu as lancé ta course en foulant les chemins sauvages jusqu'à la fontaine. Tu as gardé l'eau dans le creux de tes mains avant de l'approcher de ta bouche. Tu as vérifié sa limpidité. Ton regard retenant le ciel a ouvert les sentiers de l'ombre, débordant de souffle. L'amphore d'argile, pleine de la source en équilibre sur ton épaule, tu as lancé les paroles, soulevant les branches, camouflage de l'issue pour plusieurs générations de filles. Tu parlais de la séparation des feuilles, de leur nervure. Tu disais que tu voulais passer des mots à l'intérieur, sortir leur trajectoire. Maintenant, en gestation, tu as un enfant de parole, une mélodie d'entrave, une voix secrète. Bravo, donc c'est cette figure emblématique de la grand-mère qui a réellement existé, bien sûr. Oui, oui. Je l'ai. En fait, c'était une rencontre symbolique. Voilà, je l'ai rencontrée la première fois. Du moins, je l'ai rencontrée à l'âge de 4 ans. Je me souviens pas de tout ce qui s'est passé, bien mais elle a laissé beaucoup de traces. Oui, on la retrouve dans tous mes romans, cette grand-mère.
Et donc, il y a les traces, il y a les chemins, il y a la fontaine, il y a l'argile, il y a les branches, c'est toute la topographie kabyle qui est là dans le texte. La fontaine, puisque tu es retourné en Kabylie, c'est un peu le lieu de rencontre des femmes aussi. Oui. Et c'est des sensations que j'ai eues très fortes en découvrant cette région qui ressortent. Hein. C'est ce qui me fait écrire, c'est ce qui ouvre mon imaginaire. C'est des sensations d'origine en fait. C'est beaucoup d'émotions quand tu retournes la première fois en Kabylie. Je suis comme une mendiante. C'est vrai. J'ai besoin de retrouver, les personnes âgées par exemple. Je les trouve d'une richesse. Et quand ils te parlent, tu les comprends maintenant, même si tu ne peux pas engager vraiment la discussion en langue kabyle, mais tu les comprends maintenant. Oui, très bien. Oui, je comprends. Tu les comprends. Et est-ce que tu dis aux gens de te raconter des choses sur ta grand-mère, par exemple? Beaucoup. J'ai demandé là récemment à ma mère qui est allée il n'y a pas longtemps. Elle vient de décéder, donc la grand-mère. Et donc je lui ai demandé jusqu'au bout comment elle était. Voilà. Et au fait, elle était porteuse de toute la culture kabyle. C'est une chaîne. Elle ne fait que continuer cette chaîne, n'est-ce pas? Puis il y a une manière d'exister, une manière de voir la vie, de se relier aux contingences, de l'existence, de la mort aussi. Une personne âgée qui dit à tous ses enfants d'être heureux après sa mort, parce qu'elle a 91 ans. À 91 ans, il est temps de partir. Elle choisit de partir. Elle dit, ça y est, quoi. Voilà. Il y a une certaine humilité qui est rare, c'est ça, qui est importante, C'est des valeurs de la vie, de la vie kabyle, qui nous rappellent, qui nous empêche d'être vraiment anthropocentrique, qui nous aide à sortir vraiment de l'homme et de nous relier au monde, à la nature, au cosmos. À cette terre, c'est ça. Les anciens font corps avec la terre. Exactement. Ils entendent la terre, je veux dire, tu l'as si bien dit, la nature. C'est ça. La nature, donc les animaux, un coucher de soleil, ça peut vouloir dire quelque chose. Ça peut inspirer. Puis il y a des choses de l'ordre de la perception qui existent dans le monde kabyle. Moi, je le vois comme ça, qui n'existe pas puisque j'ai ces deux mondes en moi, qui n'existent pas dans le monde occidental et qui est très, très important. Quelle serait la différence? C'est une perception du temps qui passe qui est différente? Par exemple, le rapport au temps, mais aussi ce rapport à la mort, ce rapport à la terre. Retourner en terre, c'est pas rien. Moi, je sens ce besoin de... Peut-être qu'il n'y a pas cette peur même de partir. Cette peur de la mort n'existe pas chez les vieux kabyles en général. Je ne peux pas parler pour tous les vieux kabyles. Je dis en général, mais c'est un peu le cas de ta grand-mère. Voilà, exactement. Des anciens. Oui. Et moi, c'est quelque chose qui me... Je me dis, il y a plein de choses à défaire de ce côté-là et à amener ici. Et les anciens qui croient à l'éternité de l'âme, ces gens-là partent tranquilles. Ils croient qu'ils vont poursuivre leur voyage. Oui, mais bon, ils ont conscience de leur petitesse et de leurs limites et ils ont conscience du monde, de la terre et qu'on appartient aux éléments, donc on retourne aux éléments, il y a une suite par là. Et pour moi, c'est important. Bien sûr que c'est important. Parce qu'on perd tout ça, on le perd et on est dans l'essentiel. Tout à fait. Et donc, ton livre, L'étrangère française, essaye de capter cet essentiel, effectivement. Et donc, ce n'est pas ton premier livre, puisqu'auparavant, tu avais publié, toujours au même éditeur, édition Henry, donc Collier d'Entreries, n'est-ce pas? Et ce livre, qu'est-ce qu'il raconte alors? Alors là, c'est notre écriture. C'est vrai que l'étrangère française était beaucoup plus stratifiée, c'est lié à la mémoire. Alors que Collier d'Entrerives, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lila, qui se retrouve renvoyée en Algérie pendant la période noire parce qu'elle fréquentait un Français.
Et c'était très mal perçu par ses parents. Donc pour régler son histoire, ils ont décidé de la séquestrer jusqu'à ce qu'elle comprenne d'où elle vient. Voilà. Donc il la renvoie carrément en Algérie, en rusant, en rusant, par la ruse. Voilà, ta grand-mère est malade, il faut aller la voir. Et puis il lui enlève les papiers là-bas. Voilà. On en reparlera, on fait juste une petite pause avant de revenir au débat.